Bonsoir. Vous êtes avec le groupe Mira. Mira, c'est la mire radiophonique de RPBFM qui vous consigne parmi les trucs et astuces, les combines et ficelles du développement durable. C'est le pragmatisme d'une équipe qui s'étrille autour des questions d'énergie, de la gestion raisonnée des ressources, des bons plans et coefficients à ne pas rater, de la joie prétendument induite par les vertus retrouvées de la frugalité. Bonjour à tous, bienvenue à tous nos invités, bienvenue à nos auditeurs. Nous entamons cette nouvelle émission radio du groupe Mira sur le thème des nouvelles médecines. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir trois invités de marque. Tout d'abord, Monsieur Alain Deluzan, qui est géobiologue. Voilà. Ensuite, Madame Palanca, Emmanuelle Palanca, qui est énergéticienne praticienne, donc nous expliquera tout son domaine, et qui est accompagnée de Jean-Louis Palanca, qui l'accompagne. Enfin, Amélie Dubernay, homéopathe vétérinaire, et qui sait tout sur l'homéopathie, qui connaît l'homéopathie vétérinaire, mais également l'homéopathie humaine, et qui nous racontera ce que nous devons tous savoir sur le sujet. Également à cette table, alors Claudine Coste, qui est non seulement ancienne présidente de syndic, mais qui connaît également beaucoup de choses sur les médecines naturelles. Et à la table ici également, Jean-Paul Miotto, paysagiste, qui est en contact direct avec la nature, qui nous ramène toujours les pieds sur terre, et André Brison, ancien ingénieur de Saint-Gobain, qui est également avec nous. Bonjour. Voilà. Alors, nous allons commencer ce débat sur, effectivement, des grandes interrogations, et de se poser la question en préliminaire, mais pourquoi donc toutes ces nouvelles médecines qui poussent aujourd'hui ? Pourquoi cette profusion extraordinaire d'ostéopathie, de naturalistes, de médecine végétale, etc., de magnétiseurs, de rebouteux, j'en passe, et des meilleurs. Pourquoi ça arrive ? Est-ce que, en introduction de cette émission, on peut se demander effectivement, se poser la question, en reprenant toutes les émissions radio qu'on a eues au préalable, de voir que finalement, notre société, elle a à faire face à quoi aujourd'hui ? Beaucoup de burn-out, André nous en avait parlé, beaucoup de dépression, beaucoup de maladies psychiques finalement, beaucoup de cancers et beaucoup de maladies qui commencent à apparaître, comme la maladie d'Alzheimer, et qui sont difficilement soignables. Donc des maladies qui aujourd'hui, il faut bien le dire, et ce n'est pas un reproche aux médecins, on ne va pas faire le tribunal de la médecine traditionnelle dans cette émission, mais qui donne lieu à des traitements très lourds, notamment par chimiothérapie, ou bien alors par des traitements de maladies chroniques sur des périodes très longues, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour les dépressions, ou pour certaines maladies psychiques liées à l'humeur. Donc, on peut s'interroger en se disant, ah, mon Dieu, est-ce que dès que je vais peut-être, si quelqu'un... statistiquement, une personne sur 4 en France est confrontée à cette problématique. Zut alors, il faut que j'aille à l'hôpital pour un traitement très lourd. Est-ce que j'ai une autre solution ? Donc, autrement, on dit d'éviter la porte des enfers et d'essayer de trouver une autre porte, la porte du paradis, même une toute petite porte, par l'homéopathie, les magnétiseurs, les énergéticiens ou les géobiologues. Donc voilà le cadre posé. Le cadre posé, c'est bien sûr comment améliorer notre condition de vie et surtout notre condition face à la médecine. Voilà. Alors je le rappelle encore pour tous, attention, ce n'est pas ici un tribunal des médecines classiques, parce que ça serait injuste. Il y a des médecines classiques qui marchent très bien, qui sont prouvées, efficaces et que tout le monde utilise. Non, c'est de voir quel est le panorama des médecines d'aujourd'hui et est-ce qu'il y a une des médecines qui peut rivaliser avec la médecine classique traditionnelle. Voilà.
Je vais commencer par faire parler juste Claudine, puisque c'est grâce à toi que nous avons cet invité homéopathe. Peut-être tu pourrais nous expliquer comment effectivement, cette démarche d'homéopathie. Tu as utilisé l'homéopathie et tu connais dis-nous un mot dessus pour introduire ce que va nous dire Amélie. Oui, j'ai utilisé le traitement homéopathique parce que, je suis un peu contre les médicaments. Ça, c'est une idée qui est personnelle. Mais effectivement, moi, ça m'a accompagnée. J'ai eu quand même dans ma vie des parcours où j'ai eu une maladie grave. Évidemment, j'ai été soignée par allopathie, ça va de soi, et un traitement adéquat. Mais l'accompagnement que j'ai eu au niveau de médicaments homéopathiques ont été pour moi un support. D'autant plus que les médecins homéopathes sont des médecins qui passent pas mal de temps avec leurs patients. Déjà, quand on va voir un homéopathe, on a un entretien de 20 ou même quelquefois une demi-heure. Et ensuite, ils sont souvent aussi acupuncteurs. Donc le fait de s'allonger, de reparler encore de ses problèmes, d'avoir les méridiens qui se mettent un petit peu en mouvement. Après, on revient dans le bureau pour faire le traitement homéopathique. Tout ça fait que y a une complicité qui se met entre le patient et donc le médecin. Quand on fait de l'acupuncture, en principe, on y va au moins une fois par mois. Donc, on revient encore rencontrer cette personne et c'est cette complicité qu'il y a qui me convient. Un médecin qui va me garder 5 minutes, ça me convient pas. Là, c'est effectivement, tu mets le doigt sur la durée. La durée, l'attention et la confiance qui se met en place. Et ça, c'est très important. On peut tomber sur un allopathe qui ne convient pas. C'est évident. Mais en général, ce sont des gens qui sont très, très à l'écoute. Oui, je crois qu'il y a même des homéopathes qui vont jusqu'à 1 heure d'entretien. Oui, tout à fait. Ça peut aller jusque-là, mais qui, au bout d'1 heure, par la conversation, arrivent quelquefois à deviner, à faire le diagnostic avant même que le patient ne parle. Voilà. Donc c'est extraordinaire, mais il y en a qui ont ce don. Et l'homéopathe, c'est quelqu'un aussi, si évidemment on se connaît bien, si on a un petit traitement qui, au bout de 3-4 jours, parce que c'est important, une bonne grippe, un truc comme ça, on l'appelle au téléphone et il nous dit à la pharmacie, achetez ça et puis prenez-le. Et puis si ça ne va pas, je vous donne rendez-vous pour après-demain et on se revoit et on essaie de trouver. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui convient ou qui ne convient pas, mais moi, c'est comme ça que j'ai désiré le faire. Grâce à toi, nous avons Amélie avec nous. Et il faudrait, je pose une première question, qui est d'actualité. On parle beaucoup des résultats de l'homéopathie. Alors, je sais que tu es homéopathe vétérinaire, mais déjà, chez les humains, il y a de grandes interrogations qui se posent aujourd'hui sur les résultats de l'homéopathie humaine. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot au préalable ? Alors, bonjour. Ce que je peux vous dire sur les problèmes et toutes les polémiques qu'on a autour des résultats de l'homéopathie, ça serait peut-être déjà essayer de faire comprendre pourquoi c'est si compliqué d'arriver à évaluer correctement l'homéopathie. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, donc, on voyait avec Claudine, c'est vrai que le médecin homéopathe passe du temps en consultation. Moi, avec les animaux que je soigne, c'est pareil. 1 heure, c'est assez fréquent. En tout cas, pour la première visite, je peux difficilement faire moins d'1 heure. Donc, on passe du temps. Et le traitement, la première chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un traitement individualisé. C'est-à-dire que... Alors, il y a des exceptions sur des traumatismes, sur des maladies aiguës, des contagieux, des choses comme ça. Mais en règle générale, surtout si on reste dans le terme qui était annoncé, des maladies chroniques très invalidantes, on a besoin effectivement
d'évaluer complètement le patient sur son état physique, son état mental, et après tout ça nous donne un remède. Et ce qui fait qu'on ne peut pas évaluer un remède, l'efficacité d'un remède, par exemple dans le cancer, ou d'un remède sur autre chose, sur des maladies digestives chroniques. Alors on appelle ça les maladies de Crohn chez l'humain, on a des équivalents chez les animaux aussi. Tout simplement parce que chaque patient va recevoir un traitement différent, qui lui est adapté. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que on va étudier, par exemple, je ne sais pas, au hasard, arsenicum dans les diarrhées chroniques ou dans des problèmes digestifs chroniques, parce que on n'a pas 2 patients qui auront le même remède. Ça sera arsenicum, ça sera Nux, ça sera autre chose. On peut avoir du sépia, on peut avoir... Voilà. Dans l'absolu, tous les remèdes de la matière médicale peuvent traiter différents problèmes digestifs, cutanés, respiratoires, du mental. Et en fait, c'est en faisant vraiment la synthèse de tout ça qu'on arrive à aboutir à une prescription qui va soulager ou évidemment aider. Quand on parle de cancer, on ne parle pas de guérir le cancer en homéopathie, mais on peut apporter du soulagement, on peut limiter des nausées, des effets secondaires aussi, des traitements plus lourds. Donc on va dire cette individualisation, c'est le premier frein à l'évaluation classique de l'homéopathie. Alors après, ce qu'on peut tenter de faire, c'est d'évaluer la méthodologie homéopathique, c'est-à-dire de dire qu'on va prendre une maladie, et puis, on va laisser à l'homéopathe le choix de ses armes et de ses prescriptions. Et puis, quel que soit le remède, on va noter ce qui se passe après. Donc ça, c'est possible. On a beaucoup de freins, en fait, au niveau des comités d'éthique quand on propose des essais cliniques, parce que, on va dire, il y a peut-être un petit parti pris contre l'homéopathie. On considère qu'on va faire prendre des risques aux patients. Par exemple, il y a eu le cas d'un essai clinique sur les angines à répétition chez l'enfant, où l'essai clinique sur l'homéopathie a été refusé parce qu'on considérait qu'on faisait prendre un risque aux enfants à les priver d'antibiotiques qui étaient absolument nécessaires. Voilà. Donc, en fait, l'éthique, finalement, heureusement qu'elle est là aussi, qu'on ne fait pas n'importe quoi sur nos tests, mais voilà, c'est quelque chose qui complique. Mais est-ce qu'on peut citer des résultats, soit en vétérinaire ou humain, où l'homéopathie a vraiment montré scientifiquement un résultat sur un grand nombre de personnes ou sur une maladie donnée ou sur un animal précis? Alors, voilà. Quelques exemples. Je repense tout bêtement, dans mon domaine au niveau vétérinaire, une étude qui a été faite, je crois que chez les dindes à l'abattage, où on a évalué les hématomes, en fait, qui vont diminuer en fait la qualité de la viande. Et en fait, quand alors si mes souvenirs sont bons, parce que je m'attendais pas forcément à parler de ça ou à devoir reprendre des cas, mais c'était un mélange de arnica, il me semble, il y avait arnica, il devait y avoir rustox et gelsemium aussi, et où en fait on se rendait compte qu'on avait beaucoup moins d'abattage après et que la qualité de la viande était meilleure. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque on est sur des animaux d'élevage. Là, pour le coup, il ne peut pas y avoir d'effet placebo chez la dinde qui va à l'abattage. Mais là, c'est complètement prouvé. L'animal n'est pas le conscient. Voilà. Donc sur des choses comme ça. Et là, on va dire, on a pu appliquer effectivement un mélange de remèdes homéopathiques parce qu'on était, on va dire, dans une sorte d'état aigu. Bon, la pauvre dinde à l'abattage finit par mourir, mais voilà, c'était vraiment le traumatisme de l'abattage. Et donc, les remèdes qui étaient administrés préalablement. Et donc, voilà, il y a eu des résultats qui étaient statistiquement concluants. Voilà. D'accord. Un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples sur une maladie, par exemple, que ce soit dans le domaine vétérinaire ou dans le domaine humain, où il y aurait des statistiques sur des grands nombres? Parce que je crois que, par exemple, dans la médecine classique, alors je fais peut-être l'avocat de la médecine classique, je ne sais pas, mais les médicaments sont testés sur 5 000 ou 10 000 personnes, ce qui est considérable. Donc ça veut dire que l'effet statistique, l'effet de la loi des grands nombres est validé, il y a des seuils très précis. Est-ce que l'homéopathie est déjà passée
par ce test, ce genre de test? Alors, en fait, là, les tests auxquels vous faites référence, en fait, en homéopathie, on utilise beaucoup les méta-analyses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des analyses statistiques qui vont reprendre plusieurs autres études, puisqu'effectivement, on a souvent, selon les études homéopathiques, ça c'est effectivement un problème, on a souvent des petits nombres, on a 200, 300 cas, on ne va pas avoir des milliers. Mais déjà sur 200 ou 300 cas, c'est déjà... Oui, sur 200 ou 300 cas. Alors je crois que c'est l'effet des doses ultra faibles d'aspirine qui a été étudié, qui a été prouvé, tout à fait. Voilà, ça c'est en médecine humaine, tout à fait. D'accord, mais donc ça veut dire que sur quelques centaines de personnes, on a pu montrer que l'homéopathie sur l'aspirine... qu'une dilution d'aspirine allait du coup éviter les hémorragies et freiner voilà, ça c'est un résultat probant qui est prouvé. Donc voilà. Ça c'est très important. C'est probant, c'est prouvé. Et voilà. Donc là, on a un exemple où il y a effectivement, on arrive à résoudre un problème grâce à l'homéopathie sans injecter des doses énormes, 1 gramme ou 1000 milligrammes, comme les cachets d'aspirine classiques. D'accord, ça répond effectivement à la question. Voilà. Sur le plan scientifique, ça c'est vraiment important. Autre aspect, là, on a l'approche des nouvelles médecines. Après, on reviendra sur l'homéopathie vétérinaire. Mais il y a plusieurs façons de soigner. Il y a les soins par la médecine, comment soigner les gens, où, j'allais dire, on arrive après la maladie. Et puis, il y a tout ce qui est préventif. C'est-à-dire, on arrive avant la maladie, avant que le mal arrive, il y a une intervention. Et... Alain Deluzan, je crois que là, en tant que géobiologue, on en a parlé un petit peu hier soir, mais tu as quelques chiffres à nous donner, peut-être au préalable. Je tiens à préciser que la géobiologie n'est pas une nouvelle médecine. Celui qui en a parlé le premier, c'est Hippocrate, le père de la médecine, qui a écrit en 430 avant Jésus-Christ Periaeron udaton topon, à propos des airs, des eaux et des lieux, mais la géobiologie n'est pas une nouvelle médecine. La géobiologie est l'étude de l'impact du lieu sur la santé de tous les êtres vivants, qu'il s'agisse de micro-organismes, d'arbres, d'animaux ou d'hommes. Et on se rend compte que si un individu est mal placé de façon récurrente, il ne pourra pas rester en bonne santé. Et non seulement ça, mais que les soins qui lui seront prodigués, même par des spécialistes reconnus et compétents, ne pourront pas tenir dans le temps. Et moi, j'appelle ça de la médecine. C'est de la médecine préventive. Alors, ça n'est pas de la médecine préventive non plus. Le géobiologue n'a absolument pas la prétention de guérir qui que ce soit. En revanche. Je pense que si. En revanche, non. Il met les gens en situation de se guérir eux-mêmes. Parce que nous avons un système de défense immunitaire qui est bien rodé. Si on s'en réfère à Toumaï, il y a 7 millions d'années. Nous sommes ici autour de cette table des survivants. Tous nos ancêtres ont eu le temps de procréer avant de mourir et nous avons des défenses immunitaires extraordinaires et le rôle du géobiologue justement c'est de mettre les gens en sécurité aux endroits où ils séjournent de manière immobile et répétée. Je pense notamment à l'emplacement du lit où nous passons le tiers de notre vie, mais ça peut être aussi un siège de bureau. On ne guérit personne, on met les gens en situation de se guérir eux-mêmes grâce à leur défense immunitaire. Je voudrais, si vous le permettez, occuper juste une minute pour venir en témoignage de notre amie ici présente, Amélie Dubernay. Elle a parlé des études du professeur d'Outremepuige de Bordeaux 2 sur l'acide acétylsalicylique dilué en 15CH qui bloque les hémorragies, alors qu'on interdit justement l'aspirine à ceux qui ont un ulcère d'estomac ou qui souffrent d'hémorragie. Mais il y a une étude probante, par exemple, si vous empoisonnez 15 rats avec de l'arsenic, si vous traitez la moitié de sa portée de rats avec arsenicum album dilué en 15CH, les rats qui reçoivent arsenicum album survivent, les autres meurent. D'accord. Alors, Alain, est-ce que tu pourrais simplement nous préciser, comme on en a parlé hier soir, un peu de façon informelle, 3 ou 4 cas où typiquement l'environnement, un mauvais environnement ou un bon environnement peut déclencher de très graves maladies ou créer de gros problèmes. On en a parlé hier, vas-y, cancer ou autre. En 30 ans, j'ai réalisé 2170 expertises chez des gens malades en lien avec le corps médical. Et je ne fais aucune ségrégation au niveau médical entre les allopathes et les homéopathes.
Les uns utilisent des molécules dites d'intérêt thérapeutique, les allopathes, d'autres utilisent de l'information, puisque l'homéopathie n'est pas un médicament moléculaire, c'est un médicament informationnel, et l'un et l'autre ont leur place, à coup sûr. Bon, donc je ne fais aucune discrimination, simplement ce que je dis, c'est que les géobiologues viennent en appui des uns et des autres, sans aucune discrimination. Alors, expérience, sur 2170 cas qui ont demandé chacun une journée complète, je m'aperçois que des gens qui développent un cancer dorment à la verticale de radiation. Ces radiations viennent du magma en fusion. Le magma est en fusion du fait de la décomposition de l'uranium en francium, protactinium, astate, radium, radon-222, polonium, bismuth, etc. Et cette décomposition radioactive libère des grandes chaleurs. C'est pour ça que le magma chauffe entre 2500 et 3500 degrés, d'où la lave des volcans. Mais ça libère également des radiations, et ces radiations fusent par les mêmes fissures que celles qu'empruntent les cours d'eau souterrains pour circuler. Et j'observe que chez 1500 cas de cancer, la plupart de ces personnes dorment sur un cours d'eau minimum et souvent sur un croisement de veines d'eau à des profondeurs différentes. Autrement dit, le rayonnement gamma traversant ces corps pendant le tiers de sa vie, 8 heures sur 24 dans un lit, arrache des électrons aux cellules, crée ce qu'on appelle des radicaux libres. Or, qu'est-ce qu'un cancer? C'est la prolifération des radicaux libres. Donc, dans la jeunesse des cancers, il faut vraiment s'intéresser à ce qui provoque des radicaux libres, c'est-à-dire des atomes, des molécules ou des cellules qui ont perdu des électrons. Et là, on va mettre le doigt sur l'importance de la radioactivité sous toutes ses formes, corpusculaire ou par rayonnement ionisant. Donc ce que tu veux dire, pour formuler, c'est que là, il existe une radioactivité naturelle. Absolument. Qui peut être dangereuse pour la santé. Tout à fait. Il y a aussi du radon-222, notamment dans les régions granitiques. Et il y a des bouteilles d'eau qui sont 16 fois plus radioactives que le maximum autorisé par l'OMS. Alors, sur le plan... ça repose sur du granit. Oui. Sur le plan scientifique, là, je voudrais citer un ouvrage que j'avais vu de Georges Charpak sur les radioactivités naturelles. Et il faut souligner, si mes souvenirs sont bons, que par exemple en Bretagne ou dans les sommets alpins, bien sûr, il y a une augmentation très forte de radioactivité naturelle qui vient effectivement peut-être d'origine lié au radon-222, voilà. Qui est un gaz 7 fois plus lourd que l'air, inodore, incolore, soluble dans l'air et dans l'eau. Voilà, et qui peut effectivement dépasser un niveau de radioactivité artificielle lié à un incident. Oui, par exemple du tritium dans les nappes phréatiques autour des centrales nucléaires. Voilà, tout à fait. Donc il existe une radioactivité naturelle qui peut entrer en compétition avec, j'allais dire, la radioactivité artificielle qu'on produit et qu'on connaît. Absolument. Donc j'ai parlé de 1500 cas de cancer, à peu près, sur 2170 clients. Après, dans 30 cas, j'ai trouvé des AVC, des ruptures d'anévrisme, à la verticale de ce qu'on appelle le grand réseau diagonal, qui est un réseau de nature électrique appartenant au champ électrique terrestre. Et on s'aperçoit que il y a formation d'angiomes, c'est-à-dire des pelotes variqueuses, à la verticale de ces croisements du grand diagonal. Alors évidemment, si vous avez un angiome à l'intérieur de la boîte crânienne, comme la boîte crânienne n'est pas extensible, il y a surpression, et il y a un moment où une veine lâche, et c'est ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. Et on s'aperçoit que les gens qui ont des AVC dans 30 cas, ont des ruptures d'anévrisme à terme. Alors évidemment, vous me direz 30 cas, c'est pas beaucoup, mais je n'ai jamais trouvé un AVC en dehors de ce cas-là. Oui, et je trouve des morts subies du nourrisson à ces mêmes endroits, et je trouve des exostoses, c'est-à-dire excroissance osseuse, exactement au croisement du grand diagonal. D'accord. Et là, ça serait lié à un aspect de mesure de champ magnétique. Non, de champ électrique. C'est-à-dire que le grand réseau diagonal est de nature électrique. Et d'ailleurs, la cellule, la duplication cellulaire, qu'on appelle la réplication cellulaire, c'est la mitose ou la méiose, mais là on parle surtout de mitose. C'est l'apport d'électricité dans l'appareil reproducteur de la cellule qu'on appelle l'appareil de Golgi, à l'intérieur duquel il y a un centriole, à l'intérieur duquel il y a un petit bout de quartz. Et lorsque vous apportez une énergie dans ce petit bout de quartz, vous obtenez la réplication de la cellule. Et donc, s'il y a un surcroît d'électricité à un endroit très précis qui fait à peu près 3 cm sur 3, eh bien dans cette zone, vous allez avoir prolifération de cellules qui sont saines, mais ce qui provoque les problèmes de santé, c'est justement cette prolifération de cellules saines à un endroit très précis. Et c'est ce qui aboutit à des morts subies du nourrisson, à des ruptures d'anévrisme ou à des exostoses, excroissance osseuse. Alors là, on est dans les champs électriques. Est-ce qu'on peut parler aussi des champs électriques liés à l'installation électrique dans une maison? Oui, absolument. Alors, par exemple, si vous avez la tête dans un brouillard électrique, par exemple au-dessus de 5 volts par mètre, en champ électrique alternatif 50 Hz,
le rythme cérébral aura du mal à descendre sous la frontière entre veille et sommeil, qui se situe au niveau de 13 Hz, 13 vibrations par seconde. Il faut absolument sortir la tête du dormeur d'un champ électrique qui chargerait le cerveau en électricité et qui empêcherait la descente des ondes bêta qui se situent entre 13 et 20 Hz en dessous de 13 Hz, puisque les ondes alpha, qui sont les ondes du sommeil paradoxal, se situent entre 8 et 13 Hz. Donc si vous ne sortez pas la tête du dormeur de champs électriques provoqués par des lampes de chevet mal isolées, de fils qui circulent derrière une tête de lit, d'une box, etc., eh bien, vous empêchez les personnes d'avoir un sommeil récupérateur. Je vous pose cette question parce que quelqu'un qui déciderait de stopper une installation électrique dans son appartement ou sa maison pourrait paraître comme fou. Et en fait, ce que vous dites, c'est peut-être non. Non, vous savez, vous connaissez l'impact du four à micro-ondes. C'est très simple, la fréquence est de 2 450 millions de vibrations par seconde, on dit encore 2,45 GHz. Quel est l'effet du four à micro-ondes? C'est de faire pivoter les molécules d'eau à cette fréquence-là, 2 450 millions de vibrations par seconde. Et c'est justement la déformation et la friction de ces molécules agitées à ces fréquences élevées qui provoque la montée en température. Mais je vous rappelle que le corps humain est composé d'eau à 70%. Et que si vous êtes dans un champ ne serait-ce que 50 Hz, ça veut dire que le courant circule dans une direction pendant 1 centième de seconde, puis retourne pendant 1 centième de seconde, ce qu'on appelle le courant alternatif, et ça fait pivoter nos molécules d'eau exactement de la même façon si vous êtes dans ce champ magnétique-là. Donc ça a forcément un effet sur la biologie. Et on sait quelles sont... On sait le mesurer. On sait mesurer, mais est-ce qu'on sait concrètement quelle maladie on peut avoir? Alors, sur les champs magnétiques, il faut se souvenir qu'on a des particules de fer dans le corps humain. On a 5 millions de microcristaux de magnétite par gramme de cerveau en forte concentration derrière la plage intersourcilière et les lobes temporaux. Ça a été mesuré par Joseph Kirchwein en 1992. Il faisait partie du Caltech, Californian Institute of Technology. Donc ça a été validé avec un microscope non pas optique, mais un microscope électronique. Et donc, des variations locales de champs magnétiques ont un impact sur tout ce qui contient du fer dans le corps, c'est-à-dire, on vient de parler du cerveau, on pourrait parler aussi des globules rouges, puisque nous avons des particules de fer dans les globules rouges, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir de l'oxyhémoglobine et d'apporter de l'oxygène au cerveau. Et c'est clair que la distribution des globules rouges dans le corps peut être parasitée, perturbée par des variations locales du champ magnétique. Alors j'avais lu également un ouvrage qui a été fait par un chercheur normalien d'Ulm et qui avait mesuré que les articulations comportent effectivement on va dire un champ magnétique Absolument. Réel, et que ce champ magnétique au niveau des articulations peut être perturbant ou perturbé. Oui. Par des éléments extérieurs. Vous parlez de la rue d'Ulm, il y en a un qui est extraordinaire, c'est Yves Rocard, le père de Michel, qui était professeur, directeur du labo de recherche de Normal Sup pendant 28 ans, et qui était le premier géobiologue scientifique de France, qui a écrit La science et les sourciers, et qui, pour améliorer sa sensibilité, scotchait des clous sur la plage intersourcilière et les lobes temporaux, bizarrement. On va peut-être expliquer un jour pourquoi il y a certains bijoux qu'on porte chez les femmes, notamment. Oui. Moi, je voudrais poser une question à Alain. Attends. Sur les compteurs Linky. Oui, juste après. On va d'abord faire intervenir Emmanuel et après on reviendra sur ta question. D'accord. Parce qu'il a évoqué justement les magnétiseurs et dans ce que tu as dit, Alain. Et Emmanuel ou Jean-Louis, il faudrait nous dire un petit mot. Je voudrais juste faire un complément sur la relation entre cancer et courant souterrain. Parce que j'ai trouvé dans j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon arrière-grand-père, qui était médecin et qui était en même temps radiesthésiste, un bouquin une étude qui a été faite pendant 10 ans par 10 médecins, sur la corrélation qu'il y avait entre les cancers et les courants souterrains. Et dans ce bouquin, il est apparu, en conclusion, que il y avait un facteur de multiplication de 10 des risques d'attraper un cancer à cause des courants souterrains, à cause des courants d'eau souterrains. Ah oui, et ça, c'était en 1895. Oui, c'est le docteur François Perret à Bagnoles de l'Orne qui, en 1937, a publié une thèse là-dessus. Oui. Il y a aussi Jacques Picard à Moulins dans l'Allier et beaucoup d'autres. Donc il y a beaucoup, mais on le sait depuis très longtemps. D'ailleurs, dans le Var médical, en 1921, il y a eu ce genre de publication déjà. Ouais.
Mais même, on le sait, je pense même depuis 2000 ans, je pense que les anciens Égyptiens avaient également découvert des choses dans ce domaine, mais qui sont très anciennes. Et alors, dans les traitements, moi j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus consulter pour des cancers, pas pour soigner les cancers. Et chaque fois, j'ai fait des mesures sous leur lit, parce que c'était là où ils passaient le plus de temps. Chaque fois, il y avait une rivière. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une rivière, je vais avoir un cancer. Mais à tous les gens que j'ai eus en consultation, dormaient sur des rivières souterraines. Et quand on neutralisait cette rivière, ça a aidé, je pense à certains cas, vraiment à la résolution du problème cancer, parce que ça a atténué l'effet de l'environnement sur la personne. Alors pour notre part, on considère que la meilleure des stratégies est celle de l'évitement. C'est-à-dire qu'effectivement, je confirme ce que vous dites, la plupart des gens qui ont des cancers dorment sur des veines d'eau souterraines, et c'est plus une question de radiation qui fuse verticalement par les fissures dans lesquelles les cours d'eau circulent. Oui, tout à fait. Et donc, la meilleure solution, c'est de mettre les lits en sécurité, c'est-à-dire souvent les déplacer, parfois pas beaucoup, il suffit de les déplacer parfois de 50 cm, mais l'important, c'est de mettre les gens effectivement en sécurité, à l'abri de ces radiations qui peuvent traverser jusqu'à 22 cm de plomb, et qu'on retrouve en haut des immeubles. C'est l'idéal, mais des fois, les gens ne peuvent pas. Alors, il y a des outils qui permettent de neutraliser un peu. Voilà. Et là, on parle bien d'ondes électrostatiques. Là, on parle de photons de haute énergie. Oui, d'accord. C'est donc une onde électromagnétique d'une fréquence comprise entre 10 puissance 17 et 10 puissance 19 Hz pour les X, et entre 10 puissance 19 et 10 puissance 21 pour les gamma. Donc on est bien dans la théorie du champ magnétique de Maxwell. C'est l'impact de la physique sur la biologie. D'accord, oui, là, il y a... Après, dans ce que tu avais dit tout à l'heure, là, on parle des fréquences de résonance des éléments, c'est-à-dire des rayonnements qui provoquent la résonance d'une molécule ou d'un atome. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. D'accord. Oui, et Jean-Louis, tu voulais compléter par un mot, vas-y. Sur ce thème-là ou sur... Non, sur ce thème-là. Et après, donc Emmanuel, je voulais avoir ton témoignage en médecine énergéticienne. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que Oui, juste avant, je vais passer à Emmanuel, c'est ma fille, donc je vais lui passer évidemment. Non, je voudrais juste raconter une petite histoire. J'ai un jour une personne qui s'appelle Jean, qui avait 16 ans, qui était venue consulter pour un mal au dos chronique qu'elle avait depuis l'âge de 8 ans. Et cette personne, en fait, on a fait un premier travail en massage et en travail énergétique. Les douleurs ont disparu pendant 2 jours. Donc pour elle, c'était merveilleux parce qu'elle avait toujours eu mal. On a fait une deuxième séance. La personne a pris confiance. Et après, je lui ai posé la question, à partir de quand as-tu eu ce mal au dos ? Et la personne m'a répondu qu'elle avait eu ce mal au dos depuis le jour où son frère, qui avait 1 an de plus qu'elle, était mort dans un accident. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton frère? Elle m'a dit, je m'étais fâché avec lui et j'ai pensé qu'à cause de ça, il avait eu son accident. Et quand elle s'est débarrassée de cette croyance, donc il n'a rien de physique, son mal au dos a disparu. Et maintenant, 10 ans après, son mal au dos a toujours disparu. Autrement dit, ça crée la conscience que le physique, le psychisme, le spirituel sont en connexion complète avec l'environnement. Et quand je prends en compte tout ça, quand quelqu'un vient me consulter, et c'est ce qu'on fait dans notre travail, en fait, on arrive à détecter toutes les causes qui sont les causes du mal-être. Et à partir de là, on peut soit traiter ce qu'on sait traiter, soit conseiller les gens pour aller consulter des personnes qui peuvent traiter les causes. Mais le problème, c'est de traiter les causes et pas traiter le symptôme. Oui. Et je dirais que ça, c'est la grosse différence entre la médecine allopathique et les approches qui sont les approches médecine naturelle. D'accord, c'est ce que j'appelle moi de la médecine préventive. Mais elles sont complémentaires. Oui. Elles sont complémentaires parce que je rentre là de Nice où ma mère s'est fait opérer d'un bouchage d'artère. Je peux travailler en énergétique autant que je veux, en spirituel autant que je veux. Si le médecin, il n'a pas mis la petite chose qui dilate l'artère, elle va rester bouchée, son artère. Oui. Donc il y a vraiment une complémentarité. Oui. Voilà. Et donc dans cet esprit-là, je pense qu'on peut amener quelque chose de plus aux gens qui sont en souffrance. Parce que le problème qu'on a tous, c'est aider les gens à sortir de leur souffrance. Ah oui, Emmanuel, justement, tu voulais dire un mot, dire un petit mot sur justement les médecines complémentaires, enfin ce que tu fais pour aider à soulager la souffrance, c'est ça, pour des gens qui ont des maladies chroniques graves et qui se servent de ce que tu fais comme complément. Est-ce que tu peux nous en dire exactement. Ce que je fais, c'est exactement la même chose que ce que vient de vous expliquer mon père, puisque j'ai été formée par lui. Donc moi, je suis praticienne Reiki, maître Reiki, je l'enseigne aussi maintenant.
Alors le Reiki, on parle de thérapie énergétique, sauf que pour moi, c'est pas une finalité. Enfin, le travail énergétique fait partie du Reiki, mais c'est aussi une manière de penser, une philosophie qui amène à penser autrement, différemment, beaucoup plus positivement. Et du coup, on démontre également le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée positive, on le connaît maintenant, on le sait, la méthode Coué. Non, mais là, ça va pas aller très loin, parce qu'il y a même des médecins qui disent que même toutes les maladies qu'on peut rencontrer dans une vie, à l'origine, c'est uniquement notre esprit qui les crée. Alors, peut-être pas toutes, effectivement, mais je pense qu'effectivement, une grande partie, oui. Voilà, donc, c'est tout le code qu'on met en place dans notre vie est générateur de la maladie qui va exister ou pas. Oui. C'est ça. Oui. Donc, tout à fait. Alors, continue. Tout à fait. Alors, du coup, pour en revenir, j'ai bien compris, à l'énergétique pure et dure, alors, je n'ai pas la prétention de dire que ça va soigner, ça c'est sûr, mais effectivement, c'est complémentaire avec la médecine traditionnelle allopathique, et notamment, donc on a traité pas mal de personnes atteintes de cancer, non pas pour traiter le cancer en lui-même, par contre pour agir sur les effets secondaires des traitements, que ce soit chimiothérapie ou radiothérapie avec les brûlures que ça peut générer. Voilà, en travail énergétique, ça diminue la souffrance. La souffrance, les effets, donc la fatigue, les nausées, le stress aussi que ça occasionne. Et ça, c'est très important. Est-ce que tu pourrais essayer de nous donner peut-être 1 ou 2 chiffres en nous disant j'ai eu 30 patients, j'en ai eu 15 qui allaient mieux. Est-ce qu'on sait dire ça? Ouais. Alors, pour les chiffres, moi, non, malheureusement, je pratique de manière professionnelle depuis 1 an et demi. Donc, oui, d'accord. Voilà, j'ai pas un recul suffisant. Si vous le permettez, on a fait des expériences scientifiques. Ouais. Donc, j'ai travaillé avec le professeur André Banos qui faisait de l'électrophoto et qui photographiait chez des personnes très malades et chez des magnétiseurs l'énergie qui rayonnait autour des doigts de main et doigts de pied, qu'on appelle les pointings en médecine chinoise, sur lesquels travaillent les acupuncteurs. Et on avait mesuré donc cette énergie par électrophoto, tandis que moi, je mesurais la résistivité cutanée aux extrémités des doigts de main et des doigts de pied. Et les résultats que nous avons obtenus après magnétisation étaient différents de ceux auxquels on s'attendait. On s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de vase communicant, c'est-à-dire que l'énergie des donneurs, en l'occurrence c'était des spécialistes du Reiki, comme Emmanuel, on s'attendait à ce que leur énergie diminue en même temps que l'énergie des magnétisés montait. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on a obtenu. C'est pas du tout ce qu'on a obtenu. Ce qu'on a obtenu de manière scientifique, c'est-à-dire on a vu ça à travers l'irisation au niveau des doigts de main et doigts de pied, mais on a vu ça aussi au niveau de la résistivité cutanée, c'est que l'énergie des donneurs augmentait beaucoup plus que l'énergie des gens traités. Bien sûr. Autrement dit, le premier... Il y a une raison à ça, bien sûr, c'est évident. Le magnétiseur est le premier bénéficiaire du soin. Bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas avec notre énergie quand on fait ce boulot-là. C'est simplement on se connecte à une source, moi j'appelle ça une source comme l'EDF, on le sert de rallonge et en même temps on transmet c'est l'énergie à une ampoule qui reçoit. Ouais, sauf que c'est un peu plus sophistiqué que ça. C'est que si nous on a des manques en passant, il y a une partie qui va pour nous. Autrement dit, on reçoit, on fait le tube, moi j'appelle ça... Bon, des fois les gens ne sont pas contents que je leur dise je vais vous apprendre à faire le tube parce que c'est pas valorisant. Mais on fait le tube, on se connecte, on transmet, et au passage on prend. Et ce qui fait que quand vous travaillez, c'est ça qui est merveilleux dans ce boulot, c'est que quand on fait une séance de Reiki, on en ressort, mais bien en forme. Si on est fatigué avant de commencer, quand on a terminé la séance, on est en pleine forme. Et alors, évidemment, la personne va mieux aussi. Mais le premier bénéficiaire, c'est celui qui travaille. On a constaté qu'il y avait métier génial. Il y avait des variations selon que le magnétiseur était positionné en zone neutre ou bien sur un croisement de failles. Oui, bien sûr. Les résultats ne sont pas les mêmes. Donc il s'agit que le magnétiseur soit d'abord en zone neutre, d'où l'intérêt de la géologie. Mais comme vous le dites, c'est le premier bénéficiaire du soin. Alors, par contre, juste un truc, c'est qu'il y a 2 façons de bosser en magnétisme. Vous avez ceux qui transmettent, et comme en Inde, moi je travaillais avec des yogis, eux, ils ne faisaient pas comme ça. Ils accumulaient l'énergie avec une grosse batterie, après ils donnaient. Et après, ils avaient 1 heure de récupération, pendant que moi je continue à bosser. Et donc, il y a ces 2 manières, et ce qui fait que vous avez certains magnétiseurs qui sont très malades à la fin de leur vie, parce qu'au lieu de travailler en simple transmission, ils interviennent avec leur ego, ils disent c'est moi qui fais, ils font, et du coup ils récupèrent
autant d'énergie positive que d'énergie négative, et donc ils sont malades. D'accord, c'est le bilan énergétique Alors, qui... D'accord. On a vérifié qu'il fallait 3 conditions pour effectivement ne pas être épuisé, ne pas se vider de sa propre énergie. Il faut non seulement travailler en zone neutre, c'est-à-dire sur une zone non perturbée, mais il faut que nos 3 pôles soient perméables aux énergies nourricières cosmiques et telluriques. Nos 3 pôles, c'est-à-dire l'épiderme, les vêtements et le lieu dans lequel on travaille. D'accord. Claudine, tu avais une question? Oui, moi je confirme ce que vous avez dit. Parce que moi je suis masseuse, je fais de la réflexologie aussi. J'ai du magnétisme, j'en parle pas, je ne mets pas sur mes brochures, mais je l'ai. Et mon massage en tout dure 1h30. Et à mon âge, beaucoup de gens, même de la famille, me disent « Mais comment tu fais comment tu peux faire ça ?» Et puis je dis « Oui, mais moi, quand la personne est partie, je suis hyper détendue, je bâille. Je suis vraiment comme si je suis mieux à ce moment-là que le matin. C'est incroyable, je suis dans du bien-être. Et on m'avait toujours dit, tu vas donner, tu vas recevoir, mais je ne comprenais pas au départ, quand j'ai appris ces massages, ce que ça voulait dire. Tout à fait. Mais en définitive, c'est une communion entre 2 personnes qui fait que toucher quelqu'un pendant 1h30 et de trouver qu'il y a une partie chaude de son corps qu'on ressent quand on touche et dire, bon, c'est là que vous avez mal, on me répond oui. Et là, à ce moment-là, je me mets avec mes 2 mains dessus. Moi, je touche la personne. Il y a beaucoup de gens qui touchent pas. Moi, je touche la personne. Eh bien, bon, c'est un résultat qui... j'ai jamais cherché. On m'a dit, tu devrais apprendre après à évacuer tout ça. Je l'ai jamais fait parce que je trouve que j'en ai pas besoin. Alors, pour revenir à tout ça, moi, je suis quand même convaincu qu'effectivement, tout ça puise son origine dans des notions de science qu'on ignorait totalement il y a un siècle ou un siècle et demi, et qui commencent à arriver aujourd'hui en révélation. J'entends dans les sciences modernes. On n'ignorait pas, parce que... les lois de Maxwell n'étaient pas connues avant le 19e. Les lois de Carnot, dont on parlera en deuxième partie de l'émission, on ne les connaissait pas. Et les lois de relativité d'Einstein, où peut-être, probablement, l'esprit est capable aussi de se déplacer dans l'espace-temps ou des choses comme ça. Oui. On n'en avait absolument pas conscience. Enfin, on pouvait en avoir conscience au 19e siècle, mais on n'avait pas la loi scientifique en correspondance. Mais il n'y aura pas toujours les lois. Les lois scientifiques ne répondront pas. Mais vous savez, par exemple, un travail énergétique. Oui. Depuis la nuit des temps, les mamans qui ramassent leurs enfants qui viennent s'écorcher les genoux, qui leur fait un bisou, qui souffle sur le genou et l'enfant n'a plus mal, ça existe. Et c'est ça qu'on fait quand on fait du Reiki, on ne fait pas autre chose. Alors, donc ça existe depuis la nuit des temps, même si les lois scientifiques ne nous permettaient pas de l'expliquer. On en parlera en deuxième partie de l'émission, après la pause. On parlera de ce sujet-là, mais également des exorcistes, parce que j'en ai rencontré dans des monastères. Et ça, ils ont des résultats statistiques impressionnants. Donc on en parlera. Et puis on parlera également de musicothérapie et d'autres sujets de magnétisme en deuxième partie d'émission. Et nous continuons notre émission en deuxième partie de l'émission, de cette émission sur les nouvelles médecines avec nos invités du jour. Et nous embrayons effectivement sur l'aspect dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, beaucoup de découvertes récentes dans le domaine scientifique, je pense notamment aux lois de Maxwell, les lois de Carnot, les lois de Bose-Einstein, viennent donner un éclairage sur la possibilité que les nouvelles médecines aient effectivement un fondement scientifique valable. D'où les interrogations sur les magnétiseurs, l'homéopathie. L'homéopathie, on en a parlé à la pause. On a dit que c'était peut-être qu'une transmission d'informations. C'est bien ça, Amélie? Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ton sentiment sur ce sujet-là? Enfin, mon sentiment, c'est pas un sentiment, c'est des choses qu'on a appris, que les études nous ont appris. Tout d'abord, on reproche souvent à l'homéopathie d'être un placebo parce qu'il n'y a rien dans les granules. Alors, effectivement, au-delà de la 7,9-CH, effectivement, les gens ont raison. Chimiquement, on n'a plus de substance active dans le remède homéopathique. Pour nos auditeurs, ce que le chiffre, pour bien que ça soit compris par tout le monde, ça veut dire que en dessous d'un certain seuil, dans une petite granule d'homéopathie qu'on trouve chez le pharmacien, soit il reste quelques molécules, soit il n'y a plus rien. Soit il n'y a plus rien. C'est parce que quand on parle d'une dilution de 9CH, c'est-à-dire qu'on fait 9 fois une dilution par 100.
Donc en fait, on se retrouve en dessous de la constante d'Avogadro, qui est les physiciens me diront, c'était 10 puissance moins 23, quelque chose comme ça. Donc on n'a plus de traces moléculaires de la substance de départ qui a été utilisée pour préparer le remède homéopathique. Pour tout le monde, ça veut dire que dans un granule d'homéopathie, il n'y a plus de molécules au-dessous d'un certain seuil. Voilà, à partir des dilutions 9CH. Par contre, ce que l'on dit, c'est qu'au-dessus d'un certain seuil, une petite molécule peut suffire pour transmettre une information. Oui, mais voilà. de toute manière, on transmet l'information même quand cette molécule n'est plus là. C'est-à-dire qu'on transmet l'information à autre chose qui sert de vecteur pour transmettre l'information. Et ça, c'est toutes les expériences de Benveniste qui a été un petit peu blackboulée par la communauté scientifique il y a longtemps, qui, a priori, est arrivé à mettre ça en évidence. C'est-à-dire qu'on est capable d'enregistrer le signal électromagnétique d'une molécule, de le rejouer à un solvant, qui en l'occurrence était de l'eau, mais qui pourrait être n'importe quel autre solvant, à queue. Et en fait, on confère ces propriétés, cette information, au solvant. Alors, on ne sait pas encore comment, mais on parlait tout à l'heure des expériences sur l'aspirine. On est capable d'enregistrer le signal de l'aspirine, de la rejouer à un solvant qui n'a jamais été en contact physique ou chimique, du coup, puisqu'on parlait de chimie, avec l'aspirine, et on arrive à reproduire les mêmes résultats qu'avec une dilution d'aspirine ou qu'avec l'aspirine elle-même. Voilà. Donc l'action de l'homéopathie, souvent, c'est confondu avec la phytothérapie, parce qu'on a certains remèdes de plantes, certains remèdes homéopathiques qui proviennent de plantes, pas tous, mais en fait, en réalité, l'homéopathie n'a rien à voir avec la phytothérapie, puisqu'on est sur une action vraiment purement physique. On n'a pas encore compris le pourquoi, mais par contre, on sait, et la différence a été prouvée scientifiquement, on sait qu'un verre d'eau pure et un verre d'eau avec une substance dissoute, on peut faire ça, le chlorure de sodium par exemple, le sel de mer, qui est un de nos grands remèdes de la matière médicale, natrium mur, les deux substances, même si chimiquement elles sont suffisamment diluées pour que la préparation homéopathique ne contienne plus de traces moléculaires chimiques, elles ont des propriétés physiques différentes. Et en particulier, ça c'est les expériences de Louis Ray, qui est un ancien chercheur du CNRS, je crois qu'en 2003, me semble-t-il, il a étudié la différence d'électroluminescence des deux types de solutions après irradiation. Concrètement, en fait, il congelait ces solutions. Ensuite, il avait ses entrées dans les centrales, donc c'est pas donné à tout le monde non plus. Il allait irradier ces échantillons et ensuite il enregistrait la signature électroluminescente qui est produite quand la glace se réchauffe et fond. Et on a des spectres qui sont reproductibles et systématiquement différents entre l'eau pure et la solution homéopathique diluée, et puis qui est différente évidemment en fonction de chaque principe homéopathique utilisé. Donc voilà, on sait que voilà, c'est quelque chose de physique, on n'a pas toutes les réponses encore, mais maintenant on ne peut plus dire que le placebo c'est de l'eau pure. Oui, et puis on commence aussi à avoir des réponses avec des nouvelles théories. J'en cite une qui est la théorie de la communication moderne avec les lois de Shannon et les lois de Kolmogorov. Et sur les aspects de transmission d'informations, je voudrais juste rappeler aussi un très grand mathématicien qui s'appelle Léon Brillouin et qui a montré qu'une information peut agir sur un ordre moléculaire ou sur un ordre d'organisation de la matière. Voilà, et qu'il y aurait un lien direct entre la notion d'information transmise à la matière et son entropie. Et il a appelé ça la négantropie, et pour lui, c'est de l'information. Et effectivement, ça prouverait théoriquement qu'effectivement, l'apport d'une information dans un système qui est prise en compte modifierait la structure complète de l'organisation de ce système. Donc ça abonderait dans le sens de l'homéopathie. Oui. Monsieur... Il y a aussi un paradoxe en homéopathie, c'est que plus le CH est élevé et plus le médicament est puissant. En fait, l'homéopathie consiste à séparer l'information qui est associée normalement à toute molécule de la molécule elle-même, pour ne garder que le signal. Et tout se passe comme si, lorsque le signal est privé d'un support, il en cherche de manière d'autant plus agressive, entre guillemets, qu'il n'en a plus. C'est-à-dire, plus vous augmentez la dilution, 15 CH, 30 CH, et plus ce médicament a une action qui peut être violente d'ailleurs en 30 CH.
on évite de donner du 30CH 2 jours de suite parce que ça peut être perturbant. Amélie, est-ce que c'est vrai? Alors là, moi, je suis perplexe. Oui, alors c'est vrai ou pas? C'est vrai qu'on considère aussi souvent l'homéopathie comme une médecine sans risque. Alors effectivement, c'est ça, je peux rebondir sur du vécu personnel là-dessus. Où j'ai une petite sœur qui avait été traitée il y a très longtemps en homéopathie sur une gastroentérite. C'était du belladonna 15CH et elle avait reçu du 15CH. Alors c'était même pas du 30, du 15CH, 3-4 jours de suite. Alors effectivement, elle a plus de gastro. Par contre, elle nous a fait un joli érythème noueux derrière. Donc un érythème noueux, c'est une infection à une bactérie qui s'appelle Yersinia pseudotuberculosis. Et donc voilà, avec un gros syndrome Favis, c'est quelque chose de grave quand même. Donc elle avait des espèces de bleus qui sortaient spontanément. C'était vraiment infectieux. En fait, ça avait rien à voir avec un coup. On a d'abord cru qu'elle était battue, qu'elle avait un problème à l'époque. Elle était au collège. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Sur le moment, moi j'étais en fin de lycée, donc j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Puis quand j'ai commencé mes études en homéopathie, j'ai appris la matière médicale de belladonna. Et belladonna, c'est les signes cardinaux de l'inflammation. C'est rougeur, tumeur, chaleur. Et là, je veux dire, tout y était. Alors effectivement, on avait un agent pathogène en cause. Donc ça, c'est l'explication, on va dire, rationnelle, conventionnelle. Elle a attrapé cette infection-là. Voilà. Quand on est homéopathe et qu'on travaille comme ça, forcément, ça interpelle. Oui. Donc à un moment, effectivement, il y a on peut appeler ça des coïncidences. Bon, quand les coïncidences se répètent régulièrement, et puis c'est aussi comme ça qu'on fait nos matières médicales aussi. C'est-à-dire qu'il y a des volontaires qui ingurgitent des substances homéopathiques. Alors, certains ne sont pas sensibles, donc ne vont rien déclarer du tout. Mais voilà, quand on ingurgite beaucoup de granules homéopathiques et qu'on tombe sur un remède auquel on est sensible, on peut aussi déclarer des différents problèmes. Comme on peut faire une réaction à un vaccin. Voilà, la seule chose, c'est que les effets secondaires sur un vaccin, en tout cas ceux qui sont courants dans les notices publiées dans le Videl, et dans le résumé des caractéristiques produits, en général, c'est les effets secondaires qui sont reproductibles, qui sont expliqués, qui sont les mêmes d'une personne à l'autre. Alors qu'en homéopathie, on peut avoir des effets secondaires, mais qui vont être différents d'un malade à l'autre, ou en tout cas d'un patient humain ou animal à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de répertorier ces effets secondaires. Mais par contre, l'homéo, c'est pas des bonbons, il ne faut pas en prendre n'importe quand et n'importe comment. Et ça vaudrait le coup d'avoir des grosses statistiques pour répondre à la polémique actuelle. Ça vaudrait vraiment le coup. Oui, je pense qu'il faudrait imaginer de prendre un certain nombre de personnes homéosceptiques et puis de faire un essai sur ces personnes et de voir ce qui se passe après. Claudine, tu voulais poser une question, vas-y. Bah oui, je voudrais ça rejoint ce que je pense. Quand par exemple on a mal au dos et qu'on a de l'arnica, on commence par une dose 12, 15, 5, 9, 12, 15, etc. pour finir par 30. Et on se dit, le 30 c'est le plus fort, pourquoi on ne l'a pas donné au début? Et pourquoi on ne finirait pas par le 5CH? Alors ça rejoint ce que vous dites, c'est qu'en fait, on démarre avec une petite dilution, Oui, une plus basse dilution. C'est aussi un principe de précaution. Alors, il faut savoir que quand on est dans des hautes dilutions, pour moi, on est déjà dans du psychique, donc un problème de fond. Donc, on va pas donner du arnica 15 ou 30 CH à un petit enfant qui est tombé dans l'escalier, qui s'est fait mal. Là, on est juste dans du physique, du traumatique. Donc, même des contusions, même quelqu'un qui est tombé, qui s'est vraiment fait mal, on donne du 5, du 7, ça suffit. Pour monter sur du 15, du 30, c'est que même au niveau mental, on a des caractéristiques d'arnica. Donc, quand on traite au niveau mental, moi, c'est un petit peu ce principe de précaution aussi que j'applique en consultation sur les animaux que je soigne. C'est on est toujours à temps de monter, mais parfois, quand on prescrit, des fois, on se trompe aussi. Et parfois, le remède qu'on prescrit n'a pas forcément l'effet escompté et il peut se produire des aggravations aussi. Donc, il vaut mieux que l'aggravation elle se produise avec du 7-9 CH
7 ou 9 CH qui va être moins fort énergétiquement, parce que du coup, chimiquement, c'est plus concentré, tout est inversé. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'information est plus forte sur du 30 CH. Donc après, on commence par des basses dilutions, et puis petit à petit, on va monter en vérifiant que la personne le supporte bien, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis après, plus on va monter la dilution, plus on va atteindre une dimension psychique, plus on va s'approcher, entre guillemets, du noyau de la maladie. Et voilà. Donc, mais c'est pour ça, il vaut mieux prendre quelques petites ça, c'est précautions. dans le cas où vraiment on a un gros problème. Hein. Oui. Sur les aspects psychistes, j'aimerais revenir vers Alain. J'ai une question, Alain. Est-ce que dans toute ton expérience que tu as vue, il y a des causes environnementales, d'environnement, liées à l'environnement de vie, en relation avec les maladies psychiques? Je pense notamment aux dépressions. Est-ce qu'on a des pistes? J'ai travaillé sur les psychoses pendant plus de 10 ans. Voilà. Je me suis aperçu qu'à l'antenne de l'Escher, et non pas de manière théorique à partir de lecture, j'insiste sur l'aspect expérimental, je me suis rendu compte que l'âme et l'esprit, ça n'était pas du tout la même chose. Qu'il y a eu des problèmes sémantiques dans l'histoire, au Concile de Nicée en 325, la traduction de la Bible en latin par Jérôme à la fin du IVe. Il y a eu ensuite le 4e Concile de Constantinople en 869. Il y a eu aussi le procès de Galilée en 1633. Et tout ça fait que dans un premier temps, on a éradiqué l'esprit de l'homme en considérant que son esprit n'était que le pâle reflet de Sanctus Spiritus, c'est-à-dire l'esprit de Dieu dans son âme. Autrement dit que l'esprit était devenu un attribut de l'âme et non pas une composante à part entière de l'homme. Et au procès de Galilée, tout le monde a compris, tous les scientifiques ont compris qu'il fallait s'intéresser qu'à la matière et non plus à l'âme, puisque l'âme, c'était les affaires de l'Église. Alors je me suis rendu compte que l'âme, en fait, a été correctement traduite en latin par le mot anima, parce que c'est l'âme qui nous anime, et c'est ça le corps énergie, sur lequel travaillent les membres, ceux qui font du Reiki, sur lequel travaillent les acupuncteurs. Le mot anima est bien choisi, c'est le règne animal qui est animé, et ce corps énergie est relié au cœur. Et je me suis aperçu que l'esprit, et je prendrai plutôt le mot d'Alan Kardec, le père du spiritisme, qui avait utilisé le mot péri-esprit, c'est-à-dire autour de l'esprit. C'est une réalité physique objective qu'on détecte à l'antenne de l'Escher sur une longueur qui est 15,8. Et je m'aperçois que le périsprit a exactement la forme du corps et que cette forme-là est rattachée non pas au cœur mais au cerveau. Autrement dit, l'âme, c'est le corps qui nous anime, qui est le corps énergie qui est relié au cœur, anima, le règne animal. Et l'esprit est relié à la tête et c'est l'esprit qui véhicule la conscience de l'individu. Alors, pour revenir aux psychoses, ce que j'ai trouvé pendant 10 ans, c'est que quelqu'un qui a une psychose maniaco-dépressive, encore appelée bipolarité, est squatté par le périsprit d'un défunt. Cet esprit du défunt pénètre entre la ligne des omoplates, fracture le biochamp électrique de l'âme, rentre dans la personne, et vous avez en face de vous un corps qui ne change pas lui, mais dont l'expression du regard, l'élocution, le comportement change, parce que vous avez le même corps, mais plus le même esprit en face de vous. C'est ça la bipolarité. La vraie question, c'est pas qui est maniaco-dépressif, c'est qui est le maniaque, qui est le dépressif. Le dépressif, c'est celui qui est malade. Le maniaque, c'est celui qui est content de retrouver des sensations à travers le corps d'un autre. Alors ensuite, je me suis intéressé à la schizophrénie. Je me suis aperçu que la schizophrénie, c'est un état plus permanent, c'est-à-dire une prise de possession d'un corps par un esprit de défunt. D'ailleurs, le mot possession est très bien utilisé. J'observe qu'un schizophrène est quelqu'un qui est possédé, non pas du démon, mais par l'esprit d'un défunt qui cherche des sensations à travers le corps d'un vivant. Et il rentre par la ligne des épaules. Donc, pour dégager une personne qui est squattée, qui est atteinte de psychose, la première chose, c'est de faire appel pour que ces esprits squatteurs, on va dire, dégagent la personne. C'est ce que faisaient les exorcistes depuis la nuit des temps. Et ensuite, colmater la brèche qui est entre la ligne des épaules au niveau du corps énergie qui est l'âme, et enfin, recentrer le périsprit sur le corps de la personne, de façon à ce que le corps, l'âme et l'esprit soient parfaitement alignés dans l'axe de la colonne vertébrale. Je fais une parenthèse rapide, c'est ça. Puisque là, on est en train d'évoquer carrément les exorcistes, et ça existe encore. Je peux moi-même témoigner, j'ai été voir un monastère assez récemment, au monastère du Broussais, il y a des prêtres exorcistes et des moines exorcistes qui pratiquent encore. Et les témoignages que j'ai par l'Église montrent qu'il y a des moines qui ne sont pas connus et qui ne tiennent pas du tout à être connus,
mais qui ont fait des milliers de guérisons sur des maladies assez graves ou sur quelque chose qui s'apparente à des gros troubles psychiques, donc psychose maniaco-dépressive ou schizophrénie, qui ont réussi à régler des gros problèmes. Mais là, du coup, par la prière. Parce que ce sont des incantations, comme les anciens de l'Égypte, des incantations répétées, et qui finissent par produire un effet. Mais quand on dit incantation, moi je reviens avec la casquette d'ingénieur, entre guillemets. Incantation, c'est transmission d'une information. Et on rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Amélie sur l'homéopathie, la théorie de Brillouin sur la transmission d'informations qui peut changer l'ordre d'un système. Et il est vrai que la parole donnée et la nature d'une parole donnée peut modifier une personne. Dans les protocoles qu'on utilise, par exemple, nous, dans le boulot, on fait ce boulot-là. Hein, ça veut dire que les gens, en général, les gens qui sont dépressifs sont tous parasités. Moi, j'appelle ça parasité. Mais si je le vois de façon très matérielle, ce sont des champs électromagnétiques qui viennent se coller à des champs électromagnétiques, comme vous avez bien expliqué. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Le protocole est simple. On se connecte. Alors, quand on dit on se connecte, il y a tout un savoir-faire, il y a quelque chose qui est de la dimension spirituelle. On va donc demander à un être spirituel dont c'est le boulot de bien vouloir recevoir l'entité ou le champ magnétique de l'être spirituel de la personne ou l'esprit qui est morte et qui n'est pas parti, de façon à ce qu'il puisse le guider vers son prochain voyage et l'envoyer en recyclage. Juste parenthèse très rapide, chez les prêtres exorcistes, ils appellent ça des anges. Pour eux, ça existe. Oui, c'est ça, mais c'est pareil. Peu importe le nom qu'on donne. Ouais. On peut donner un nom qui est un nom ésotérique, donner un nom qui est un nom complètement pragmatique, on s'en fiche, c'est la même chose. C'est donc mais après, on n'a pas terminé, attendez. Oui. On n'a pas terminé quand on a fait ça. C'est-à-dire on fait appel à des esprits supérieurs. Oui. Chacun peut-être... Certains peuvent, comme les prêtres exorcistes, juste pas terminé, pour terminer le boulot, quand on fait ce travail-là, donc on envoie un esprit supérieur, enfin bref, à une dimension spirituelle supérieure, mais après, ce qui est important de faire, c'est rééquilibrer le système énergétique de la personne, de façon à faire en sorte qu'il retrouve une harmonie dans tout. Il y a un bouquin que, je ne sais pas, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Univers, vibratoire et conscience, qu'a écrit Isaac Bentov, qui est l'inventeur du cathéter, où il voit l'ensemble de l'univers comme des champs vibratoires. Et en fait, il décrit très bien le phénomène. Quand vous avez des différences qui sont des différences d'harmonisation vibratoire entre les organes, entre le spirituel, entre le psychisme et le physique, eh bien, la personne, elle est en souffrance, elle est malade. Et donc, quand on va faire ce boulot, on a enlevé quelque chose qui était un champ magnétique chez la personne, et on va, par le travail en Reiki, rééquilibrer cet ensemble de façon à ce que la personne retrouve une harmonie, ce que vous disiez précédemment, qui est homogène avec ce qu'elle est. Bien sûr. Mais les corps étrangers sont partis. Mais eux-mêmes, quand on fait ce boulot, on travaille pour le corps étranger qui était là. Parce que souvent, ces êtres spirituels qui sont restés parce que des personnes sont mortes, ils ont raté le coche pour partir. Alors, souvent parce qu'ils ont des attachements, parce qu'il y a des émotions. Et on les aide, en fait, à faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait pendant le temps où ils pouvaient le faire quand la personne est morte ou l'animal. Et on les aide à faire ce chemin qui est un chemin de ressortie, de recyclage pour pouvoir continuer leur vie. Dans le discours, dans les paroles que vous dites, effectivement, moi je retrouve beaucoup de choses qui viennent des animistes. Les animistes raisonnent avec les esprits qui peuvent revenir et se mettre dans prendre des incarnations, etc. Oui, mais je repense à effectivement des rebouteux ou des marabouts que j'ai rencontrés dans la communauté noire. Et l'un d'entre eux disait: pour chaque goutte de sang versée par un ancêtre, c'est un tourment pour le descendant. Ils avaient bien compris cet aspect de karma. Et alors, sous l'angle scientifique, les karmas, aujourd'hui, là aussi, on a des lois de science qui commencent à apparaître. On sait que en mathématiques modernes, il y a les lois sur les processus stochastiques ou les processus markoviens. Alors, c'est un nom compliqué, qui dit simplement qu'il existe des karmas, c'est-à-dire la transmission de quelque chose d'une génération en génération, comme si l'énergie se conservait dans le temps. Et ça, en mathématiques, il y a une théorie très abondante sur le sujet, mais qui date des années 50. Ouais. Donc c'est à peine enseigné
en école d'ingénieur ou en faculté, c'est le début. Donc je voudrais insister là-dessus, c'est que petit à petit, les lois modernes de la physique se révèlent dans leur application et on en découvre les conséquences seulement aujourd'hui. On commence à imaginer aussi des voyages dans le temps, on disait c'est farfelu, c'est du délire, c'est n'importe quoi au 19e siècle. La théorie d'Einstein montre potentiellement que c'est possible, ça peut arriver, etc. Donc, la physique quantique, c'est merveilleux. Oui. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que vous envoyez une particule élémentaire. Bon, déjà, c'est ça le problème, c'est comment on l'envoie. Mais après, vous mettez une plaque avec 5 trous et vous mettez un écran derrière. Si personne ne regarde, il y a 5 impacts. Si vous en avez un qui regarde l'endroit où ça va tomber, eh ben, ça va tomber là où la personne regarde. Autrement dit, quand on fait du travail à distance, par exemple, quand on fait du travail d'intuition, en fait, on fait de la physique quantique. Ça veut dire que notre mental, notre esprit, lui, n'a pas de projection particulière, donc il va capter ce que l'autre, ou l'inconscient de l'autre, est en train d'émettre. Et donc, quand moi, je fais mon boulot d'accompagnement des personnes, je travaille beaucoup en intuition, Emmanuel pareil, et en fait, en faisant une façon de faire particulière qui demande une certaine technique de méditation, mais on capte ce que l'inconscient de la personne émet et qui nous donne de l'information, qui nous permet de poser des questions qui sont très pertinentes pour la personne. Et on fait de la physique quantique. C'est oui, très en fait, possible. L'observateur influe sur l'expérience. Oui, scientifiquement, c'est reconnu. On va arriver ça va beaucoup plus loin que ça. Oui. Et là aussi, ce sont des lois de la physique quantique qui émergent depuis le début du 20e. C'est merveilleux. Oui. Alors même si on n'a pas l'explication scientifique, même s'il n'y a pas d'expérience, on s'en fiche. Ça marche, c'est efficace, les gens sont contents, ils n'ont plus de souffrance. Que des gens aient envie de chercher les statistiques, qu'ils le fassent. Et franchement, on est tout à fait prêt à bosser. Mais mon fils est médecin spécialiste du sommeil, à Paris, à Salpêtrière. À un moment, on voulait faire un protocole commun. Travail énergétique, médecine du sommeil. Il s'est fait jeter. On lui a dit, si vous faites ça, monsieur, on vous raye de l'ordre des médecins. Alors que lui, il savait très bien qu'on travaille dans les problèmes de sommeil avec du travail énergétique, avec de la sopho, avec tout ça. On lui a dit, monsieur, vous essayez de faire une étude scientifique en associant ces deux choses-là, on vous raye de l'ordre des médecins. Bon, l'idée. Il est possible qu'il y ait des blocages terribles. On a évoqué dans les émissions radio précédentes, sans vouloir jeter la pierre à une grande entreprise ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a eu certaines études sur la téléphonie mobile qui ont été ralenties, voire stoppées. On en a parlé lors des émissions radio précédentes. Mais là, c'est Jean-Paul. Je voudrais poser la question à Alain. Qu'en est-il des ondes GSM aujourd'hui? La guerre des ondes. Alors justement, c'est peut-être... Je voudrais une réponse objective. Jean-Paul, j'ai parlé tout à l'heure du micro-ondes. On est dans le 10 puissance 9 Hz, c'est-à-dire les milliards de vibrations par seconde. Et on connaît l'effet du four à micro-ondes sur les molécules d'eau. Si tu prends des flocons de pommes de terre déshydratés, tu mets pas d'eau, tu mets ça dans le four à micro-ondes, ça ne chauffe pas. Si tu mets de l'eau ou du lait, il y a des molécules d'eau qui vont entrer en résonance à cette fréquence, 2,450 milliards de vibrations par seconde. Et c'est la déformation, le pivotement de ces molécules d'eau et leur frottement mutuel qui va provoquer l'échauffement et la montée en température. Ce sont les mêmes fréquences qu'on utilise en téléphonie mobile. C'est du 10 puissance 9 Hz, c'est du gigahertz, c'est milliards de vibrations par seconde. Notre corps est composé à 70% d'eau. Si tu rapproches ton téléphone mobile trop près de ta boîte crânienne, ton cerveau, n'oublie pas, est composé à plus de 80% d'eau. Donc il y a forcément, non pas seulement un effet Joule, comme les scientifiques voudraient nous le faire croire, parce que l'effet Joule, l'échauffement est relativement léger, mais il y a des interférences électromagnétiques avec le fonctionnement du cerveau. Et l'expérience a montré qu'une forte utilisation de téléphone mobile collé à l'oreille, surtout quand on téléphone en voiture, parce que ça fait cage de Faraday, et que la voiture cherche en permanence de nouvelles antennes puisqu'elle avance, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des astrocytomes, c'est-à-dire des tumeurs du cerveau, qui apparaissent à 3 cm derrière la boîte crânienne au niveau du téléphone. Alors moi-même, j'ai eu l'expérience, puisque j'avais lu ces études japonaises et australiennes. À une époque, je n'avais pas de secrétariat, donc je téléphonais en écartant mon téléphone dans la voiture, ce qu'il ne faut évidemment pas faire. Et j'ai été puni puisque j'ai eu un carcinome basocellulaire au niveau de l'os mastoïdien derrière l'oreille.
Donc je n'ai même pas été voir un généraliste parce que je savais. J'ai fait faire une exérèse à 4 mm de précaution et fait analyser les bords pour voir s'il y avait des métastases. Il n'y en avait pas, Dieu merci. Mais je me suis convaincu moi-même par l'expérience que oui, le téléphone mobile est dangereux et qu'il faut l'utiliser avec parcimonie sur un temps court. Donc on peut affirmer qu'on est immergé dans un four à micro-ondes avec la quantité d'antennes GSM et la densité. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a... Alors Jean-Louis, on parle de pétage de plomb généralisé. Est-ce que je pense que bon, le téléphone qui est tout le monde possède, parce que tout le monde possède, participe largement à un comportement aujourd'hui complètement désordonné. Oui, alors l'ennemi c'est toujours les autres, donc on a plus facilement tendance à accuser une antenne relais que le téléphone mobile qu'on porte sur soi. Mais je pense que le téléphone mobile qu'on porte sur soi est au moins aussi responsable du pétage de plomb, comme tu dis, que les antennes relais, qui ne sont pas inoffensives, j'en conviens. Après, il y a la question des box. Il ne faut pas mettre une box à moins de 3,50 m d'un lit. Et surtout si c'est un enfant. Les babyphones, qui fonctionnent sur les mêmes fréquences, à côté d'un lit d'enfant, alors que l'os du cerveau n'est pas encore ossifié. Chez un bébé, il est à l'état cartilagineux, et un bébé est composé à 90% d'eau. Donc ça a de réels impacts délétères. Une remarque sur le sujet, je vais te faire rebondir, mais c'est un raisonnement qui est tout à fait légitime, mais qui peut mener lieu à une paranoïa aiguë de l'univers dans lequel on est. Écoute, j'étais officier renseignement, j'ai été formé à l'intelligence économique. Le premier mot de l'ingénieur qui m'a formé, c'est de dire « Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas paranoïaque, il est grand temps de le devenir. » Je crois que c'est dans une conférence de presse, Attali l'a dit, le même genre de mots, en disant « Je suis devenu paranoïaque et mégalomane, mais par logique. » Oui, voilà. Mégalomane, mais pas mélomane. J'ajouterais que le cartésianisme, ça se soigne aujourd'hui. Alors voilà, donc je pense qu'on a fait un grand tour sur ce sujet-là. On peut continuer sur une dernière petite évocation, la musicothérapie. On n'en a pas parlé, on en a juste quelques mots dessus, mais je crois qu'il y a une étude récente sur l'impact des mots et des sons sur l'organisme vivant, chez les animaux et chez les humains. Et les plantes. Et il a été montré, je crois, que non pas les mots en eux-mêmes, mais les sons qui sont contenus dans les mots portent une émotion ou un codage qui correspond à un codage de maladie ou au contraire de bien-être. Et par exemple, quelqu'un m'a dit un jour, dans le vocabulaire, tous les mots en isme peuvent déclencher un stress très aigu à cause du son qui est porté. Et par contre, les mots en our, au contraire, eux vont porter une consonance très apaisante. Voilà. Donc ça nous lance dans un sujet qui est encore différent. On monte en niveau dans cette émission. On va arriver bientôt dans les églises ou je ne sais où. Mais les sons et les timbres ou les harmoniques des sons peuvent contenir des clés, en tout cas sur l'humeur. Et il y en a même qui disent peut-être même pour porter des clés de guérison ou de mal-être. Voilà. J'aimerais dire un tout petit dernier mot sur le sujet en disant qu'aujourd'hui, on a autorisé toutes les harmonies dans la musique. Mais qu'au XVIIIe siècle, Couperin notamment, ou Rameau, devaient respecter des règles harmoniques très très précises. Et donc, dès qu'ils en sortaient, ils disaient que c'était de la musique diabolique, qui pouvait générer du mal. Mais spontanément, moi, j'ai fait écouter à mon petit-fils des musiques différentes, des musiques classiques et plusieurs types de musique classique. Et naturellement, il me dit, celle-là j'aime pas, sans aucune analyse. Oui, mais donc ça veut dire que ça devait réagir avec son bien-être automatiquement, alors qu'il ne connaît rien en musique. À 5 ans, il ne connaît rien, à 4 ans, il ne connaît rien. Mais c'était génial comme réaction. Mais en exemple anecdotique, la carte augmentée qui en musique correspond à un intervalle sonore très précis, qui est un peu inférieur à la quinte parfaite, était un accord qui était interdit par l'Église catholique pendant des siècles et des siècles, parce que pour l'Église, cette sonorité portait le démon. Et en fait, c'est une sonorité très particulière qu'on retrouve, qu'on peut retrouver dans certaines pièces modernes, où la dissonance est fortement autorisée, et la carte augmentée est dans la dissonance, mais c'était un accord interdit. Et il n'y avait pas que celui-là, il y en avait plein d'autres. Il y avait tout un code
harmonique, comme un vocabulaire des sons avec la sémantique associée et les interdictions associées, mais on a tout fait sauter depuis le 19e siècle. On est arrivé à la musique mélancolique, mais qui porte aussi les germes de quelque chose de maladif. Donc là aussi, il y a des clés ou des choses que... Oui, Alain. Oui, alors les Indiens, je parle des hindous, connaissent l'impact de certaines associations de voyelles. Je pense par exemple au mot Aum. De même que ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme et qui utilisent des sons de voyelles pour stimuler le système endocrinien avec une action directe sur chaque glande endocrine en fonction des sons. Mais il y a des expériences scientifiques qui ont été faites par le japonais Masaru Emoto, qui prononce des sons en même temps qu'il pense à ce qu'il dit, parce qu'on peut aussi parler de l'impact augmenté des sons lorsqu'ils sont sous-tendus par la pensée. Et lorsqu'il prononce des mots comme haine devant un verre d'eau, par exemple, et qu'il surgèle l'eau à moins 25 degrés, on s'aperçoit que les cristaux d'eau sont disposés à la façon d'un mikado. Alors que lorsqu'il prononce les mots amour, pardon, reconnaissance, en y pensant, on s'aperçoit qu'on a affaire à un mandala, c'est-à-dire que les cristaux d'eau se répartissent de manière homogène en rayons autour d'un point central. D'accord. Voilà. Je crois que nous allons bientôt terminer cette émission. Et on a beaucoup évoqué différents sujets. C'est vrai qu'en presque 1h30, on n'a pas le temps d'évoquer toutes les nouvelles médecines. C'est déjà très, très important. Et donc, j'aimerais d'abord remercier nos auditeurs et puis nos invités qui ont bien voulu venir ici et nous apporter leur pierre à l'édifice de la connaissance. C'est important. Donc, c'est vrai que notre groupe, qu'est-ce qu'il fait? On essaie d'améliorer les choses en transmettant des informations importantes sur des sujets comme celui-ci. La prochaine émission radio, en tout cas les 2 prochaines, il y en aura la prochaine, c'est sûr, se fera sur le thème qui concerne les grands projets de la métropole. Donc, on compte inviter quelques élus de Mérignac ou de la région Aquitaine, puisque les projets d'urbanisme poussent, il y en a beaucoup pour la ville, et évidemment l'urbanisme est une source de bien-être, de mal-être, de maladies, ou au contraire de bonne santé, la pollution, etc., l'organisation de la maison, l'organisation des immeubles, les transports. Donc on abordera ça dans une prochaine émission radio. Et pour dire que l'action politique, quelque part, et citoyenne peut être thaumaturge, quelque part, puisque un bon discours politique, comme on en a eu par le passé, de très grands hommes politiques, comme notamment Charles de Gaulle, qui parlait devant 20 millions de personnes, eh ben, ces discours ont eu un impact extraordinaire sur la bonne santé morale du pays. Et comme tout est lié, eh bien, à un moment donné, il peut se passer quelque chose de positif. Non, mais c'est important de le dire. Et voilà. Donc, voilà pour cette fin d'émission. Je vous remercie encore beaucoup à tous. Et donc, on se retrouvera pour la prochaine émission sur les grands projets de la métropole de Bordeaux et de Mérignac. Merci beaucoup.